Moi aussi, comme il se doit, je veux remercier les organisateurs du colloque. Et en me demandant comment j'allais vous remercier, j'ai remarqué que j'allais remercier Emma, Fred et Eda. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que vos noms de laboratoire étaient aussi des prénoms. Donc j'ai aussi de me remercier, du coup, en parallèle, François, Jacques et Georges-Louis. Voilà. En fait, Emma, Fred et Eda avaient de bonnes raisons de ne pas m'inviter. Alors je préfère le dire tout de suite, parce que le positionnement de mon propos en dépend. Deux bonnes raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation. Et la deuxième raison, c'est que bien qu'ayant réalisé ma thèse à l'école primaire, enfin je veux dire avec des écoles et des élèves à l'école primaire, ça fait déjà un moment et mon terrain de recherche n'est pas l'école primaire. Voilà. Alors, mon organisation, celle à partir de laquelle je fais de la recherche et que certains connaissent et d'autres pas, donc j'en profite, puisque quand on a une tribune, on fait un peu, on passe sa pub, mais on donne quelques informations sur d'où on parle et ce qu'on fait. Donc, je travaille dans un laboratoire à l'Université de Poitiers, où travaille aussi Stéphanie qui est dans la salle. Et c'est un laboratoire Techné avec une orthographe un petit peu différente du bien connu laboratoire Techné passé de Georges-Louis. Est un laboratoire pluridisciplinaire et thématique, ce qui est finalement relativement rare. Thématique. Et la thématique, bien sûr, ce sont les usages éducatifs des technologies numériques. Et on s'intéresse principalement, chacun des chercheurs peut avoir évidemment, et a évidemment son orientation, mais on travaille essentiellement sur la question de l'appropriation des technologies numériques dans le champ de l'éducation au sens large, dans des dispositifs très variés, le plus souvent les différents ordres d'enseignement, de l'école maternelle, même si moi je n'y travaille pas, primaire, jusqu'à l'université, mais parfois aussi dans des contextes de formation non formels, informels. Et s'intéresser à l'appropriation, ça ne veut pas dire qu'on évalue des dispositifs de formation, par exemple, ou qu'on s'intéresse à ce genre de choses, mais plutôt qu'on essaie juste de comprendre pourquoi les individus font ce qu'ils font. C'est observer ce qu'ils font, essayer de comprendre pourquoi ils le font et quel sens ça prend pour eux. Et puis, on a un autre axe qui consiste à contribuer, le plus souvent avec des entreprises, à la conception, au développement et à la mise en œuvre de nouveaux services. Par exemple, on a travaillé, on va terminer bientôt, avec l'entreprise de You Know Why dans le cadre du projet TED. Ce sont les tablettes, je dis ça parce que ça rapproche un peu d'un des axes de ces journées-là. Le projet TED, c'est le projet qui, en Saône-et-Loire, a vu l'expérimentation de 5000 tablettes en collège. Puis on travaille dans d'autres projets et d'autres établissements, avec d'autres établissements pour aider à concevoir des services et des ressources. En l'occurrence, là pour la tablette, c'était vraiment la conception de l'équipement lui-même. Voilà. Alors mon propos aujourd'hui sera finalement un peu général. Je vais essayer de vous faire partager une réflexion, pas aboutie, mais en cours de construction, une recherche un peu au long cours, et dont je pense qu'elle fait pour plusieurs points, qu'elle fait écho à ce qui vient d'être présenté juste avant moi, en particulier sur le contexte qui fait que nos élèves, nos enfants et nos élèves sont, comme on le voit sur cette photo, qui est une bonne image de ce que sont nos élèves, sont mobiles et pas seulement en vélo, mais aussi en vélo. Et ils sont connectés, et ils sont équipés à titre personnel, ce qui fait une grande différence par rapport aux enfants et aux élèves, surtout aux élèves que nous avions il n'y a pas longtemps. C'est très vrai à l'université, c'est un peu moins vrai au lycée, un peu moins au collège, un peu moins à l'école primaire, mais c'est vrai quand même. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ces équipements, ils descendent progressivement en âge, et que ce qu'on observait pour l'université il y a très peu de temps, on l'observe aussi, ça je l'atteste, en lycée aujourd'hui, presque de la même manière que ce que l'on observe à l'université. Donc la question, moi qui m'intéresse, oui, c'est qu'est-ce que cette situation relativement nouvelle relative aux élèves change dans leur comportement en général et change dans leur comportement en particulier vis-à-vis des institutions éducatives. Donc, qu'est-ce qu'un élève d'aujourd'hui, quand il est lycéen, qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que ses fréquentations du numérique, son utilisation du numérique,
Et surtout un élément qui me semble très important, qui est moins l'équipement, moins l'utilisation massive qu'il en fait, mais la disponibilité permanente du numérique, le fait qu'il puisse et qu'il peut y recourir quand il le souhaite, et qu'il le fait d'ailleurs, y compris au-delà des contraintes qui ont été évoquées par Pascal Contentin en introduction, des interdictions qui lui sont faites. Hein. Toutes les observations montrent que ces interdictions sont de peu d'effet. Donc, que produit cette disponibilité permanente des technologies numériques pour un élève aujourd'hui? Je pense que la question, elle se pose d'une façon un peu différente selon des déterminants culturels, elle se pose de façon différente dans la géographie, dans l'histoire, ici et ailleurs, et aujourd'hui et hier, mais qu'il y a des invariants. Donc l'idée est de chercher un peu à modéliser, le mot est peut-être un peu trop ambitieux, mais en tout cas à construire quelques points de repère pour comprendre, essayer de comprendre, observer et comprendre ce que ça change. Donc les questions classiques qui tombent sous le sens, qui sont souvent traitées, c'est comment appréhender, comment raisonner, conceptualiser ce qui se passe dans cette collision des espaces-temps scolaires ou non scolaires, ou plutôt cette collision de l'action des élèves dans des espaces-temps différents. Le cadre, alors plus concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut considérer les pratiques ou que l'on considère dans ce travail les pratiques numériques des élèves selon 8 situations, en fait en croisant 3 variables, chacune d'elles ayant 2 valeurs. Donc que font-ils quand ils sont à l'école, E majuscule, hein, je ne me réfère pas particulièrement à l'école primaire, ou hors l'école, donc ça c'est vraiment les lieux. L'autre variable c'est la finalité des pratiques. Est-ce que la finalité est relative aux apprentissages scolaires ou bien à d'autres finalités? On pourrait le détailler, mais on fait simplement la distinction entre ces 2 catégories. Vous voyez déjà que ça fait 4 situations très distinctes. Et puis la petite variable de plus qui fait une grande différence, c'est est-ce que ces usages sont réalisés à partir d'un équipement qui est fourni par l'établissement ou est-ce qu'il est réalisé à partir d'un équipement qui est véritablement personnel? Et vous voyez que ça donne, dans ce cube-là, 8 situations. Et on travaille beaucoup, enfin moi en particulier, j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler sur le biode d'un point de vue un peu conceptuel et souvent très pratique. Par exemple, pour travailler à l'Université de Poitiers, dont je suis vice-président chargé du numérique, à élaborer un cadre pour le biode à l'université. Eh bien, quand on parle du biode, souvent on se méprend, et quand on discute biode, en particulier avec du juriste, les juristes disent le biode c'est ça, et c'est seulement ça, ce qui figure en rouge ici, c'est-à-dire à l'égal ou à l'instar de ce qui se fait dans les entreprises, ce ne sont pas tous les usages que nos élèves font ou étudiants font à l'école ou à l'université avec leur matériel, leur équipement. Le biode, c'est ce que font nos élèves à l'école avec leur matériel pour des activités qui sont des activités scolaires. Alors ça me paraît très intéressant. Je pense qu'il y a un grand chantier qui est ouvert, bien sûr, mais à creuser sur cette question du biode appliqué aux apprentissages et au contexte des institutions éducatives. Ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est une question multidimensionnelle, je ne vais pas la développer, hein, mais qui a des dimensions aussi bien technologiques, juridiques, éthiques que bien sûr pédagogiques, avec des analogies très intéressantes à faire avec le monde de l'entreprise qui a déjà réfléchi bien avant nous à cette question, ou plutôt qui a été soumis bien avant nous à cette situation. Mais aussi des différences. Je vous donne une différence, hein, ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais je vous le dis quand même parce que moi, elle ne m'était pas apparue comme étant une évidence, cette différence. C'est que dans le système éducatif, université comprise, les étudiants, par exemple, ne sont pas soumis à l'autorité de l'université comme les employés sont soumis à l'autorité de leur employeur. Ce qui fait du contexte éducatif une véritable singularité pour penser le biode. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le cube rouge, mais c'est tout ce qui est relatif aux usages des équipements personnels, ou plutôt ce que change, c'est cette disponibilité, ces usages des équipements personnels de nos élèves, que ce soit d'ailleurs à l'école ou pas à l'école, mais surtout en pensant à l'école dans la perspective scolaire.
Donc ce que je vais vous présenter maintenant, je l'ai dit en préambule, hein, c'est une réflexion, la construction d'un travail un peu sur le moyen terme, peut-être pas le long terme, et qui s'appuie sur différentes études de cas. J'en ai cité, j'ai cité TED dans Saône-et-Loire. Je pourrais en citer d'autres, en particulier, là nous travaillons, pas que pour cette question, et d'ailleurs Stéphanie aussi y participe, au suivi scientifique, à l'accompagnement scientifique du projet d'un lycée, qui est le lycée pilote innovant international de Jaune-Éclan, et qui a misé depuis déjà 2 ans sur un projet finalement assez, je sais pas comment dire, assez original et pas original du tout. Pas original du tout, puisque l'idée, c'est d'équiper tous les personnels et tous les élèves d'une tablette, avec toute l'infrastructure nécessaire autour, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus simple. Et donc ça, c'est pas du tout original. Et c'est pas tellement non plus finalement très enthousiasmant, à vrai dire. Mais ce qui est plus original, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de projet dans ce lycée. Je veux dire par là que le projet, c'était de construire un projet à partir de l'équipement. De dire, on va équiper, enfin, l'établissement s'est dit, on va avoir une logique très ascendante. On pense que probablement on pourrait soit modifier quelques pratiques pédagogiques, soit en construire de nouvelles, en particulier en utilisant les possibilités de mobilité offertes par les tablettes pour avoir une approche d'activités plus décloisonnées en termes de discipline, de groupe, voire même de niveau de classe. Mais sans avoir un plan préalable avec des objectifs précis et puis un plan de route, quoi. Donc le projet se construit avec le temps. Et d'ailleurs déjà, pour ce qui concerne l'équipement, qui a démarré par l'équipement systématique, je l'ai dit, des élèves avec des tablettes, eh bien, le projet a déjà changé puisque à cette rentrée, les partenaires du projet, les partenaires si l'on peut dire, c'est-à-dire la région qui finance, le rectorat qui accompagne et le lycée lui-même, ont décidé de ne plus équiper les lycéens de seconde de tablettes, mais plutôt de diffuser auprès de leurs parents un cahier des charges, et la région offre aux parents un chèque achat, un bon d'achat, enfin plutôt une contribution financière pour que les familles achètent des équipements. Et vous voyez, on se rapproche de cette problématique, là encore, du biode. Alors, ce cas de figure est très intéressant pour nous parce que tous les élèves sont équipés. On a des conditions de recherche tout à fait intéressantes pour accéder à ces élèves, aux profs, etc. Et on peut voir ainsi de quelle façon est-ce que la disponibilité permanente que j'évoquais tout à l'heure eh bien, se traduit par une modification des comportements et des postures des élèves. Pour raisonner, pour conceptualiser un peu cela, je me réfère à deux modèles particuliers qui sont évidemment des modèles très très utilisés en sciences de l'information et de la communication, même s'ils n'en viennent pas véritablement, en tout cas pas le premier des deux, mais qui sont aussi des modèles bien utilisés dans d'autres disciplines, dont les sciences de l'éducation. Le premier, c'est l'instrumentation, à Bardel, et le deuxième, la médiation instrumentale, Peraya. J'aime bien cette illustration qui montre très bien ce qu'est un processus d'instrumentation et ce qu'est la médiation instrumentale. Donc vous pouvez situer à peu près l'époque de cette gravure, de cette œuvre, donc le début de la mécanisation de l'agriculture. Donc le labour est instrumenté, donc l'instrumentation avec Rabardel, hein, je vous le montre, je vous le rappelle, un instrument c'est une combinaison, hein, pour qu'un sujet, un individu agisse, eh bien il instrumente son action en associant un artefact, par exemple ici la charrue avec sa motorisation, avec un schéma d'utilisation, c'est-à-dire une façon de l'utiliser. Donc on voit bien ici l'agriculteur en train de labourer. Bien sûr, c'est une représentation très ironique de la mécanisation. Donc on voit le processus d'instrumentation, dont on sait, je fais le parallèle bien sûr avec l'instrumentation numérique, j'y reviendrai, dont on sait que l'instrumentation finalement modifie 3 choses. Elle modifie le produit de l'action, je commence par la fin, c'est-à-dire que les sillons qui sont tracés par la charrue ici ne sont pas les mêmes que ceux que l'on trace si on a une charrue tirée par un bœuf ou un cheval. Ce n'est pas la même profondeur, pas la même largeur, il n'y a pas le même nombre, etc. On en fait moins aussi avec un bœuf qu'avec une charrue à vapeur, manifestement.
La deuxième chose que ça modifie, c'est le processus. Alors on le voit bien hein, sur cette gravure, l'action de labourer n'est pas la même. Et ça change enfin l'acteur. Le laboureur n'est pas le même. Vous voyez bien ici que le laboureur il est habillé avec un costume de ville, élégant. Il n'a pas les pieds dans la boue. Donc on peut faire exactement la même analyse. Et donc ça, là, ce que je dis, c'est l'instrumentation. Et la médiation instrumentale, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes ces transformations que l'instrumentation opère sur la relation de l'individu à l'action et de l'individu à son instrument, et que je viens de décrire à l'instant. Daniel Peraya, qui n'a pas travaillé sur les charrues, à ma connaissance, mais plutôt sur l'instrumentation numérique dans le contexte de l'éducation, et qui continue toujours à y travailler, même s'il est à la retraite depuis peu, a identifié avec toute une série de collègues qui lui ont emboîté le pas depuis des années, puisque son travail sur la médiation instrumentale est vieux d'une vingtaine d'années, un peu plus même. Il a identifié 6 registres qui décrivent justement cette médiation instrumentale et qui décrivent en quoi est-ce que l'instrumentation transforme l'action de celui qui construit et finalement qui met en œuvre son action au travers de ou avec son instrument. Je ne les détaille pas, j'imagine que vous les connaissez, mais vous voyez qu'elles tiennent aussi bien à des aspects très concrets, comme par exemple la façon dont on se comporte physiquement dans l'action, ou bien à des éléments beaucoup plus abstraits, comme par exemple le premier registre épistémique, la façon dont on construit du sens dans l'instrumentation. Moi, j'en viens à ma question avec ce cadre théorique, est de prendre un petit peu de champ, un petit peu de distance par rapport à cette compréhension de ce que l'instrumentation change à la relation de l'individu dans l'action, avec l'instrument qu'il a construit et qu'il utilise, prendre un petit peu de distance pour essayer de comprendre comment est-ce que l'instrumentation numérique, et là, dans ce cadre, j'insiste, de cette disponibilité permanente du numérique pour nos élèves, qu'est-ce qu'elle change, cette instrumentation-là, dans une médiation qui n'est pas dans la relation à l'instrument, mais dans la relation au milieu au sens à son environnement, au monde, pour généraliser un peu. Dit autrement, qu'est-ce que ça change, quel est l'impact culturel, ou plutôt quelle est la dimension culturelle de cette nouvelle situation? Pourquoi est-ce que j'emploie ce mot culture, non pas pour une culture située, là, comme je le disais au début, géographiquement ou historiquement, mais en considérant que la culture, c'est simplement, et c'est beaucoup, ce qui permet à un individu d'évoluer dans un milieu particulier. Et la culture, ça correspond assez parfaitement, bon, parfaitement c'est exagéré, assez bien aux définitions un peu consensuelles de la culture d'aujourd'hui. Je pense notamment à la définition qu'on a donnée et qu'on reprend sans cesse l'UNESCO, se joue entre l'individu et le collectif. Et donc, la question est de savoir quel est l'impact, quels sont les impacts de cette médiation instrumentale sur les interactions culturelles ou sur la culture. Je passe tout de suite presque à la fin. En fait, la fin, c'est quoi? C'est l'identification ou la description, finalement, des interactions que l'individu entretient avec son milieu pour voir si ces interactions sont modifiées par le numérique. Donc, ces interactions de l'individu à son milieu, c'est schématique, c'est une catégorisation de travail, j'en porte intégralement la responsabilité, comporte 5 types d'interactions qui ressemblent, si vous avez eu le temps de lire ou si vous connaissez déjà les travaux de Daniel Peraya, qui ressemblent finalement assez aux catégories de médiation instrumentale, ce qui me fait dire que l'usage des technologies numériques est un usage très culturel puisqu'il joue à peu près sur les mêmes déterminants et les mêmes leviers. Donc les 5 catégories en question, les 5 catégories d'interaction culturelles sont ici devant vous. Des interactions conceptuelles qui caractérisent la relation, le rapport individuel que l'on a à l'information et aux connaissances. Des interactions spatio-temporelles
qui représente le rapport que l'on a individuellement à l'espace et au temps, les interactions relationnelles, la sociabilité, le rapport à autrui, les interactions sociales qui sont nos rapports aux normes sociales existantes, y compris aux normes sociales qui évoluent avec notre culture, et puis enfin, mais c'est peut-être le plus important, notre rapport à la création et à la créativité, et donc les interactions poétiques de la poïèse, bien sûr. Si on applique cette grille de lecture à l'école, c'est là l'objectif de mon propos, eh bien on voit que finalement l'école, dans la façon que l'on peut avoir de la décrire comme une institution, par sa forme, qu'on appelle souvent la forme scolaire, ça c'est de nombreux travaux sur la forme scolaire qui viennent du champ des sciences de l'éducation, eh bien quand on relit les travaux, en particulier ceux de Molini sur la forme scolaire, eh bien on peut appliquer les catégories que je viens de présenter rapidement pour définir ce qu'est la forme scolaire. Alors, ce ne sont pas les catégories de Molini qui sont très connues et très utilisées. Elles ne se superposent pas, mais elles sont parfaitement compatibles. On peut décrire de la même façon, avec ces 5 catégories, la forme scolaire. En fait, la forme scolaire, c'est un ensemble de contraintes qui sont apportées sur les 5 catégories d'interaction culturelle que je viens de vous proposer. J'exemplifie, ou plutôt j'illustre. Interaction conceptuelle, donc le rapport de l'individu à l'information et au savoir, eh bien, à l'école, la forme scolaire impose, de façon traditionnelle, bien sûr j'entends, un savoir scolaire particulier, il est défini par des programmes. Il impose aussi un rapport à l'information et aux connaissances, c'est évidemment la façon dont on enseigne à l'école. Et puis un certain nombre de cadres qui fixent ce rapport à l'information et à la connaissance, c'est-à-dire curriculum, choix didactique et pédagogique. Le rapport à l'espace et au temps, interaction spatio-temporelle, est aussi fixé, c'est le temps de l'école. Et on voit bien d'ailleurs que le numérique, là j'anticipe, le fait bouger. C'est le temps scolaire, qui est quand même très particulier, c'est une vraie construction dont on peut complètement, on ne le fait pas, dont on peut complètement remettre en cause la légitimité. Pourquoi ce temps scolaire-là ? On peut, ça a été fait, on sait pourquoi il a été construit comme ça, combien de jours, pourquoi les vacances scolaires, pourquoi l'été, etc., etc. Il y a un temps scolaire, il est très culturel. Il y a des espaces scolaires, et d'ailleurs qui sont très matérialisés physiquement. La logique du portillon à l'entrée du collège et de celui qui le garde le matin et le soir montre bien cette dimension de la fixation du cadre spatio-temporel de l'école. Relationnel, je ne détaille pas, je vais accélérer parce que c'est plutôt la colonne qui est estompée que j'aimerais un peu détailler pour finir. Relationnel, donc les relations entre pairs, mais aussi les relations asymétriques maître-élève, que vous connaissez, les normes sociales, le contrat didactique, etc. Et bon, ça c'est le parent pauvre, les interactions poétiques très pauvres, parce qu'on doit bien le constater, moins à l'école primaire qu'ailleurs, mais la part donnée à la créativité et à la création dans les activités d'apprentissage, elle reste malheureusement un peu faible. Il y a beaucoup de choses à faire pour ça, ça a aussi été dit à plusieurs reprises depuis le début de l'après-midi. Et quand on regarde ce que produit comme effet le numérique, eh bien, on voit que chacune de ces catégories d'interaction culturelle est mise en jeu par le numérique, est bousculée par le numérique, et on peut le détailler, bien sûr. Ce qui était dit tout à l'heure, les élèves dans les escaliers qui en savent plus que le maître, eh bien, c'est des interactions conceptuelles qui sont complètement revisitées par le numérique. Et s'ils sont dans l'escalier, ils ne sont pas non plus dans la salle de classe d'ailleurs, et on sait que la salle de classe elle est élargie, en tout cas on peut l'imaginer. Et avant-hier, un professeur nous disait, dans une réunion, puis la semaine dernière, disait « Je suis très embêté parce que j'ai envoyé un mail à mes élèves de première à 1h du matin. » Bon, ça, c'est embêtant pour lui peut-être, mais moi ça ne m'embête pas. Mais ce qu'il a dit, c'est « J'étais très embêté parce que j'ai des élèves qui m'ont répondu à 2h. » Bon, donc je pense qu'il avait eu tort d'envoyer son message à 1h en fait. Mais bon, ça c'est une autre chose. En tout cas, on voit bien comment ces interactions spatio-temporelles sont bousculées. De même, les interactions relationnelles, ça va de soi, la sociabilité scolaire change. Ce qui met en difficulté tout le monde, les élèves, les enseignants aussi, les parents, les autres personnels. Les normes sociales évoluent, les règles du jeu changent.
ou plutôt la façon dont se comportent nos élèves vis-à-vis de ces règles du jeu change. Et puis enfin, je ne sais pas si ça change, mais je l'espère, le numérique propose aux jeunes, aux élèves, et nous propose à nous, enseignants, de nouvelles pratiques, de nouvelles activités d'apprentissage, que je pourrais dire en 2 mots, créatives et participatives, ce qui change complètement le rapport à la création et à la créativité, et donc les interactions culturelles. Ce petit parallèle pour montrer tout simplement avec cette 3 guillemets ouvrants, modélisation, 3 guillemets fermants, que l'on a une grille là de lecture qui nous permet à la fois de comprendre ce qu'on sait déjà, c'est pourquoi il est si difficile d'enseigner aujourd'hui, mais qui donne aussi quelques indications sur comment on peut faire, et comment on fait déjà bien sûr, pour transformer des activités pédagogiques, mais aussi, et ça a été signalé tout à l'heure, moi je suis très sensible à ça, pour transformer les lieux et les temps. Il était surtout question des lieux dans votre présentation, mais des temps aussi de formation. Bref, la forme scolaire que nous connaissons a vécu, et la théorie des systèmes, elle dit une chose très simple, hein. Soit quand un système est mis en tension, soit on le fait évoluer, de préférence dans le bon sens, je ne sais pas ce que c'est que le bon sens, et il perdure, soit on ne le fait pas évoluer et il meurt. Voilà, je vous remercie.